Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Si je vous dis que je calcule une enveloppe budgétaire client en 5 minutes, est-ce que ça vous tente? Si je vous dis que j'y arrive en faisant une addition et une division, vous pensez que c'est possible? Et surtout si je vous dis que ça marche dans 3 cas sur 4, est-ce que vous m'accordez quelques minutes pour développer? On y va tout de suite dans cette vidéo et on va voir comment déterminer une enveloppe client en 2 coups de cuillère à peau. Si vous avez des questions, des exemples, des cas pratiques, c'est en commentaire, vous le savez désormais. On like, on s'abonne et s'il vous plaît, on transmet sur les réseaux sociaux aux amis, etc. Ça me fera plaisir et je vous dis d'avance merci. Alors aujourd'hui, on va se centrer sur 2 cas de figure, le primo-accédant et le secondo-accédant. L'investisseur, surtout depuis la modification de la doctrine du HCSF, je vais un petit peu le mettre de côté. Et si vous n'avez pas encore vu justement la vidéo consacrée au Haut Conseil de stabilité financière, le lien est apparu juste au-dessus de moi, je vous invite à le faire pour bien comprendre les règles que je vais redévelopper maintenant. Premièrement, le primo. C'est quoi un primo-accédant? Un primo-accédant au sens fiscal du terme, c'est quelqu'un qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années. C'est d'ailleurs un des critères d'éligibilité au prêt à taux zéro, ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années. Vous pouvez avoir habité chez papa-maman, vous pouvez avoir habité sous un pont, peu m'importe, mais vous ne devez pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des 24 derniers mois. Pour nous, c'est un petit peu différent, c'est un locataire voilà, qui arrive et qui accède à la propriété. Donc je vais appeler un primo-accédant quelqu'un qui n'a par opposition au secondo-accédant pas de bien à revendre. Quelles vont être les règles pour lui? Elles sont développées, je le rappelle, dans la vidéo du HCSF. Il va être limité à 1/3 de ses revenus en termes d'investissement et de crédit. Il va pouvoir rembourser au maximum sur 300 mois avec un différé pouvant aller jusqu'à 24 mois pour tout ce qui est construction, rénovation. Voilà les données et elles sont grosso modo les mêmes pour tous. Alors pour le faire rapidement, je vais faire un calcul simplifié. Forcément, s'il est simplifié, il est imprécis. Mais la problématique n'est pas là, j'y reviendrai tout à l'heure. On va donc travailler avec des équivalences et vous voyez apparaître à côté de moi quelques équivalences. 40 donne 10 000, 50 donne 10 000, 60 donne 10 000 ou 70 donne 10 000. Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction du taux, par exemple, si vous avez un taux à 1,5%, pour emprunter 10 000 € sur 300 mois, c'est-à-dire sur 25 ans, il vous faudra débourser 40 € par mois en termes de remboursement. Donc si j'emprunte 100 000 € à 1,5% sur 25 ans, j'aurai une mensualité de 400. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est un peu au-dessus de l'équivalence 50 égale 10 000, c'est-à-dire que pour financer 100 000 €, il me faudra débourser 500 € par mois, tout simplement. Et si les taux continuent à monter, eh bien à un moment, il me faudra débourser 600, 700 € tous les mois pour rembourser ma dette. Alors je ne parle pas ici du prêt à taux zéro, du plan épargne logement, du prêt action logement, etc. Je ne dis pas que c'est pas important, je dis pas qu'on s'en fout, mais là, à l'instant T, ça ne m'intéresse absolument pas parce que je cherche à définir une faisabilité. Alors prenons en premier exemple un couple qui gagne 4 500 €. S'ils gagnent 4 500 €, investir le tiers de leurs revenus correspondra à une mensualité de 1500 balles. Dans 1500, combien de paquets de 50? C'est le postulat que je fais, les taux actuels 50 égale 10 000. Donc dans 1500 €, combien de paquets de 50 je mets? La réponse est simple, j'en mets 300. Donc un couple qui gagne 4 500 € par mois pourra rembourser mensuellement 1500 €, ce qui lui donnera une enveloppe de 300 000 €. Juste à titre de comparaison, si ce couple avait acheté, ou tout du moins souscrit son prêt, au courant de l'année 2020 ou 2021, à l'époque où les taux étaient à 1,50 voire même moins. Il aurait donc eu l'équivalence 40 égale 10 000, c'est-à-dire qu'avec le même remboursement de 1500 € tous les mois, il aurait eu non pas une enveloppe de 300 000, mais de 375 000 €. Bravo la procrastination s'il a attendu sans raison valable. À ce montant d'emprunt, il me suffit d'additionner l'épargne qu'il veut librement investir dans son projet immobilier pour avoir un budget. Passons au secondo-accédant. La définition fiscale, je l'ai donnée pour le primo. Pour nous, c'est quelqu'un qui, au moment où il vient nous voir, aura un bien à revendre. Sinon, les règles sont les mêmes. 1/3 en termes d'investissement du revenu mensuel, 300 mois délai maximum, 2 ans de différé en construction ou rénovation.
tout simplement. Alors qu'est-ce qui change? C'est assez fondamental, c'est qu'il a un bien à revendre. Il y a donc quelques questions de calibrage qui sont à poser. Est-ce que ce bien a été estimé? Si oui, par qui? Est-ce une agence sérieuse? Sont-ce deux agences sérieuses? Ou est-ce lui en comparant son prix avec son voisin ou une éventuelle annonce qu'il aurait trouvée sur Le Bon Coin, méthode que j'appelle Noisefinger. Une fois cette évaluation faite, la banque va partir en moyenne avec une marge de sécurité de 30%, c'est-à-dire qu'elle va considérer que le bien se vend à 70% de sa valeur. Autrement dit, si j'ai un appartement qui est estimé à 100 000 €, la banque considérera et le valorisera à 70 000 uniquement pour pallier un éventuel retournement de marché ou mauvaise estimation. Et là, la problématique peut être assez rapidement constatée. Si vous avez ce qu'on appelle le CRD, capital restant dû, qui est supérieur à la valeur pondérée, vous n'aurez tout simplement pas la possibilité de faire un achat-revente. Donc si mon appartement est estimé à 100 000 et que mon capital restant dû est supérieur à 70 000, vous pouvez, sans ménagement c'est l'expression, classer provisoirement et verticalement votre dossier parce que votre client aura un beau tampon NF, non pas comme norme française, mais comme non finançable. C'est malheureusement aussi simple que cela. Si tel n'est pas le cas, je vais grossir un petit peu le chiffre pour ne pas confondre les exemples. J'ai un appartement qui est estimé, mettons, à 200 000 €. La banque va donc considérer qu'il se revendra à 140 000. J'ai un capital restant dû, mettons, de 50 000. 140 000 moins 50 000. La banque va considérer que j'ai 90 000 € d'apport. À ces 90 000 €, je fais exactement le même calcul que tout à l'heure. Je divise les revenus par 3. Je regarde combien de paquets de 50 je peux y mettre. Et ça me donne l'enveloppe que le client pourra emprunter en sus. En imaginant que ce soit exactement le même couple que précédemment, qui gagne 4 500 € par mois, il aura lui aussi droit aux 300 000. On additionnera l'épargne financière dont il dispose actuellement et on additionnera encore en plus les 90 000 € de bénéfices de revente liés à la vente de son appartement. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas prononcé le crédit relais, mais j'ai parlé surtout d'achat-revente. Pourquoi? Tout simplement pour que mon client me demande, mais quelle est donc cette différence entre l'achat-revente et le crédit relais? Un achat-revente, c'est simple, c'est tous les inconvénients qui ont été gommés du crédit relais pour pouvoir le sécuriser. Pourquoi est-ce sécurisé? Parce que la banque va enlever 30% de la valeur, parce que pendant la construction, vous allez continuer à payer votre prêt, donc le capital restant dû va diminuer, etc., etc. Allez chercher les arguments qui vont mettre votre client à l'aise, parce que par les temps qui courent, l'achat-revente peut être anxiogène. Je referme cette parenthèse. En résumé, l'objectif de cette découverte financière, c'est qu'en 5 minutes, je veux savoir si le client en face de moi est dans ma cible ou pas. Je suis arrivé à un budget de 300 000, 350 000 ou 400 000. Si dans mon secteur, le moindre terrain vaut déjà 500 000 €, il n'y a pas besoin d'aller faire une simulation avec le crédit Action Logement, mon client est dans les choux complets. Par contre, si mon terrain est à 50 000 €, eh ben je sais que ça va passer crème, je suis large. Et c'est ça ma principale motivation à calculer rapidement une enveloppe financière, c'est de pouvoir savoir dès la fin du R1 si je dois orienter mon client vers l'ordonnance, c'est-à-dire sans suite, ou si je continue avec lui. Alors vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer les chiffres, c'est pour ça que le cabinet peut proposer à tous ses clients un tableur qui permettra, en ayant une entrée, d'avoir le budget directement à la sortie. Si vraiment vous avez une aversion totale, à ce moment-là, je vous invite à vous entourer d'un courtier, mais vous n'aurez pas la même efficience, pas la même efficacité que ce que je viens de démontrer ici. Alors faites-moi plaisir, envoyez-moi un cas pratique, on pourra l'étudier ensemble, en commentaire ou directement en m'envoyant un mail. Moi je vous dis à très vite, à vos calculettes. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on diffuse sur les réseaux sociaux, et puis moi je vous dis à très bientôt.